Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. L'invité de cette émission est Alexandre Chotel, un coiffeur talentueux originaire de Didin, champion du monde de coiffure par équipe et qui vient de participer à l'Olympiade des métiers. Nous reviendrons sur son parcours dans notre rubrique Tendance. À la une aujourd'hui, on prend la route avec la maraude sociale du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Sarreguemines. En 2014, les travailleurs sociaux ont parcouru près de 19 000 km de Beach à Forbach en passant par Sarreguemines. Objectif, aller à la rencontre de celles et ceux qui sont au banc de la société, des hommes, des femmes et parfois des familles. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, la consultation citoyenne fait un flop. Hier, peu de Lorrains se sont mobilisés pour donner un avis au sujet de la gare d'interconnexion de Vendières. La neige était au rendez-vous en fin de semaine passée. Découvrez comment le Conseil général gère ses routes face aux intempéries hivernales. Pour la petite histoire, découvrez le blason d'Ypelin. Et en guise d'entrée, vous prendrez un velouté de potiron au gingembre. En février 2010, la filiale Pierron Impression était reprise par son ancien gérant Jean-Luc Toulza, devenant alors patron de Phoenix Impression. Au lendemain de ce grand changement, Mosaïque s'était rendu sur place pour réaliser un reportage. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Pierron Impression renaît de ses cendres pour donner naissance à Phoenix Impression. Placée en redressement judiciaire comme l'ensemble du groupe Pierron, l'entreprise vient de trouver acquéreur. Et il ne s'agit pas de gros investisseurs soutenus par de grandes banques, mais de l'ancien directeur soutenu financièrement par 2 salariés. Le dossier de reprise a été soigneusement ficelé pour préparer l'avenir et assurer la première étape. Il s'agissait de réussir à convaincre la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines. Le plus dur étant bien sûr de trouver les fonds. Depuis les 2 vagues de licenciements en 2009, l'entreprise ne comptait plus que 19 salariés. Elle en comptera désormais 17. Phoenix Impression n'a pas réussi à renaître des cendres de Pierron. L'entreprise a été placée en liquidation en août 2012. Aujourd'hui, Jean-Luc Toulza emploie 4 personnes au sein de la société Coliprint. On passe à la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, attendez-vous à une accentuation du froid. Le risque de précipitation s'éloigne, mais des brouillards givrants et de fortes gelées sont attendus, alors pensez à adapter votre vitesse sur les routes. Les grisailles, quant à elles, évoluent lentement et peuvent s'attarder une bonne partie de l'après-midi. Côté température, les minimales iront de -3 à -6 degrés et jusqu'à -10 degrés par endroit. Les maximales iront de -1 à 1 degré. Demain, mardi 3 janvier, nous fêtons les Blaises. Le soleil nous accompagnera de 7h56 à 17h30. On parle parfois à tort de vidéoprotection, mais bien souvent, la caméra ne vous tirera pas d'une situation délicate. Exemple en image sur la toute nouvelle patinoire de Grosse Bliederstroff. Bonne glissade à tous et à demain! Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Hop là, bonjour. Et là c'est dangereux. Là dangereux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
En page régionale du Républicain Lorrain, grosse abstention pour un petit nom. La consultation des Lorrains au sujet d'une nouvelle gare TGV à Vendières a mobilisé moins de 10% des inscrits. À la une à Forbach, les bureaux de vote sont restés vides. Un peu plus de 3% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote de la ville. K comme Kapensitzung et E comme enthousiasme. La société carnavalesque de Sarreguemines n'a pas manqué son premier rendez-vous. C'était hier à l'hôtel de ville. On passe au JT de Mosaïque. C'était une première en France. Hier, le Conseil régional de Lorraine organisait une consultation citoyenne. Les électeurs lorrains devaient se prononcer pour ou contre la gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette consultation n'a pas mobilisé les foules. Julia Bitran était hier soir à Metz, où étaient collectés l'ensemble des résultats. Abstention et division, ce sont les principaux résultats de cette consultation citoyenne. Moins de 10% des électeurs lorrains se sont rendus aux urnes. Au final, le non l'emporte à 58,33%. Mais la division règne entre les 4 départements lorrains. Le oui franc et massif des Meurthe-et-Mosellans, 59%, et le oui plus ténu des Vosgiens, 52,5%, ne compense pas l'ample non des Meusiens, 60%, ni surtout le non écrasant des Mosellans, 76%. Les 2 communes les plus directement concernées illustrent cette opposition et se démarquent par leur taux de participation record. 71% des électeurs de Vendières se sont mobilisés, votant oui à 94%, tandis que ceux de Louvigny, dont 55% ont voté, se sont prononcés à 97% contre ce projet. À l'échelle locale, la Moselle-Est se distingue par sa très faible participation. Seulement 3% à Forbach et Frémin-Merlebach, 5% à Sarreguemines et Bitche, 6,5% à Saint-Avold. C'est aussi Saint-Avold qui remporte la palme du non avec près de 81% des suffrages, suivi de près par Frémin-Merlebach, 80%. Bitche est dans la moyenne mosellane avec 76,22% de non. Sarreguemines, avec 72,62% de non, et surtout Forbach, mais avec tout de même 61,21% de non, sont en deçà de la moyenne mosellane. Au su des résultats à l'échelle départementale, le président du Conseil général ne cachait pas sa satisfaction. Les Lorrains ont apporté la bonne réponse à la mauvaise question. Et on a voulu, par cette consultation, diviser les Lorrains. Ils se sont rassemblés pour mettre un carton rouge à la politique régionale et à ce projet de gare de Vendières. Du côté du président du conseil régional, c'était plutôt la soupe à la grimace, mais rien n'est fini pour autant. On sait que j'aurais pu décider tout seul, en quelque sorte, sans consulter. J'ai demandé un avis. Donc je suis dans une procédure. Je peux décider tout seul, je me fais accompagner d'un avis. Cet avis, je vais l'analyser et je prendrai une décision et je ferai prendre à mon assemblée plénière une décision à partir de l'avis qui m'aura été donné et de l'analyse que j'aurai fait de cet avis. Quand vous demandez un avis à un copain ou à un membre de votre famille ou à quelqu'un, vous écoutez les arguments, vous les retenez ou vous ne les retenez pas dans un processus de décision. Bien, c'est exactement la même chose. Le dossier Vendières n'est pas encore relégué aux oubliettes. Les conseillers régionaux seront amenés à débattre des résultats en assemblée plénière à la fin du mois. Le vote d'hier étant une consultation et non un référendum, il n'a aucune valeur légale et n'empêche pas la réalisation de la gare de Vendières. Ce sera au conseil régional de trancher, mais à ce jeu de dupes, pas sûr que la démocratie en sorte grandie. Demain, le conseiller régional Michael Weber sera sur ce plateau pour commenter en détail les résultats de cette consultation citoyenne. Autre événement du week-end, les chutes de neige. La Moselle-Est connaît actuellement son 2e épisode neigeux de l'année. Qui dit neige ou verglas dit souvent difficultés sur les routes et notamment départementales que dégagent les services du Conseil général. En début de mois, nous avions rencontré David Suc pour qu'il nous explique de quelle manière est menée l'action du département. Regardez. 4300 km, c'est la longueur du réseau routier départemental, des routes dont l'entretien est assuré par le Conseil général, dont les équipes sont particulièrement visibles en période hivernale, qui plus est avant, pendant ou après des chutes de neige.
Dans les faits, du 15 novembre à la mi-mars, le département met en place son organisation de viabilité hivernale, soit 280 personnes et 60 véhicules de déneigement. Les routes sont préalablement distribuées en circuit, il y en a 118 classées en 3 groupes de priorité. Les services du département évaluent qu'il leur faut 3 heures pour déneiger les 450 km de routes prioritaires, c'est-à-dire les anciennes nationales et les axes structurants. Et lorsque ces axes-là sont déneigés, on passe effectivement aux axes de priorité 2 et ainsi de suite. En sachant que nous sommes organisés pour qu'il n'y ait pas de temps de coupure. Les véhicules tournent effectivement quasiment 24 heures sur 24 avec également une rotation au niveau des chauffeurs, etc. etc. L'ensemble est coordonné par le centre opérationnel des routes départementales situé à Metz. Toutefois, chaque unité territoriale routière, UTR, peut entamer ses circuits d'intervention dès que cela lui semble nécessaire. La météo dans le pays de Bitche ou dans le pays de Sarrebourg n'est pas la même qu'à Thionville ou qu'à Metz. Et donc il y a effectivement l'autorité qui est délayée sur l'ensemble du territoire, et ce sont les responsables hivernaux qui en informent évidemment les responsables messins pour qu'ils puissent avoir et en temps réel avoir la remontée des informations lorsqu'ils déclenchent ces interventions qui sont ensuite relayées soit par les équipes au niveau de la régie, soit par les entreprises extérieures. Les UTR peuvent toutefois aussi faire face à des difficultés dans leur travail. 2 cas sont évoqués, une circulation trop faible pour brasser le sel ou la saumure et aider à la fonte de la neige, ainsi que des températures trop froides. Le sel au-dessous de -10 degrés est inefficace. C'est la superposition de ces 2 contraintes qui s'est d'ailleurs produite sur la voie verte entre Sarreguemines et Bitche au début de l'année. En pareille situation, le département en appelle à la responsabilité de chacun en adaptant sa conduite, quitte à différer son départ dans les cas les plus extrêmes. Le froid et la neige est synonyme de danger sur la route, mais pas seulement. Les sans-abri y sont aussi sensibles pour veiller sur ces personnes en situation d'extrême misère. La maraude sociale du CHRS de l'UDAF poursuit ses tournées. Depuis le 1er novembre 2014, elle enregistre déjà 306 interventions sur les secteurs de Sarreguemines, Bitche et Forbach. Nous avons suivi cette équipe. Comme souvent, la visite se déroule dans un lieu manifestement à l'abandon. Célia, Eugénie et Mélanie ont pour mission de veiller aux conditions de vie des personnes qui s'y trouvent. Dans ces bâtiments, il n'y a pas même le minimum pour vivre, de l'eau et du chauffage. Ce groupe de 2 éducatrices spécialisées et une assistante sociale contrôle donc chaque endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est l'équipe mobile, on peut rentrer? Dans une pièce, on retrouve plusieurs éléments laissant à penser qu'une ou plusieurs personnes ont pris refuge. L'équipe mobile marque toujours son passage. Sur le papier est inscrit leur contact, dans le cas où ces personnes se représentent. Ce jour-là, personne ne répond, mais c'est assez rare. En 2014, l'équipe mobile a rencontré 170 personnes, dont un tiers de femmes, et même une famille de 5 personnes. Quand un contact s'établit, elle leur propose un minimum d'aide, des couvertures, de la nourriture. L'idée étant de faire évoluer leur situation, une mission qui prend la forme d'un sacerdoce. Moi, c'est vraiment le rapport aux autres, pouvoir les aider, cet aspect aussi de relationnel. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui m'ont vraiment attirée. Le fait d'être sur le terrain directement, on comprend vraiment les problématiques, on est vraiment au cœur de l'action et au cœur du métier. Depuis sa création en 2008, la maraude a constamment augmenté son nombre d'interventions. Ses partenaires comme le 115 ont pris l'habitude de la contacter. Depuis 2 ans, 2 travailleurs sociaux occupent des postes à temps plein et en CDI, été comme hiver. Du 1er novembre au 31 mars, ils reçoivent l'aide d'une 3e personne. La mission première de la maraude, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont à la rue et de vérifier le degré de danger que représente la rue pour ces personnes, leur proposer des mises à l'abri, si les gens le souhaitent, ou de veiller aux conditions de survie. Souvent les gens, les centres d'hébergement, ils n'aiment pas trop, parce que les centres d'hébergement, il y a des règles, et qui ne sont pas tout à fait OK pour respecter les règles imposées par les centres d'hébergement. Autre difficulté, le nombre de places en centre d'hébergement en Moselle. Il est fréquemment de 0. En cas de grand froid, les structures proposent donc un accueil d'appoint, voire sur chaise. Pour signaler une personne isolée, contactez la maraude au 06 78 95 46 33.
Pour terminer ce journal, faisons un tour d'horizon des événements du week-end avec Thomas Drouin. Débutons ce résumé du week-end en musique avec Laurent Kremer qui était en concert à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Le guitariste avait invité 2 comparses à partager la scène avec lui, Françoise Curtino et Daniel Bourg. Un spectacle tout en guitare qui a permis aux 3 artistes de montrer au public tout leur savoir-faire. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Et que la folie, ça se danse. Montrer le savoir-faire de l'établissement, voilà qui était aussi l'objectif de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines, en organisant ses portes ouvertes. Spectacles de théâtre ou de chant, témoignages d'élèves sur l'apprentissage de l'allemand ou l'intégration de voyages dans le projet pédagogique de l'établissement, tout était fait pour convaincre les parents présents d'inscrire leurs enfants à l'ISC la rentrée prochaine. L'établissement scolaire mettait aussi en avant une nouveauté pour l'année à venir, des tablettes numériques pour les élèves de seconde. Un autre établissement ouvrait ses portes ce week-end, mais du côté de l'après-bac, l'IFSI, ou l'Institut de formation aux soins infirmiers. Ici aussi, le public était informé sur les cours et les enseignements de l'établissement. Période de choix d'orientation oblige, une partie de la présentation portait sur les épreuves d'admissibilité et d'admission. Chaque année, c'est 80 étudiants qui entament leur formation à l'IFSI de Sarreguemines. Le week-end, c'est aussi le temps des rencontres sportives. Pour cause de conditions hivernales, ce sont surtout les sportifs d'intérieur qui ont pu profiter de leur hobby. Samedi se tenaient par exemple les finales du tournoi d'hiver de tennis. Chez les femmes, c'est Noémie Bello qui l'emporte face à Alexiane 6-1, 6-4. Chez les hommes, le jeune Hugo Schott de Sarreguemines affrontait en finale un ancien du club, Tristan Gabriel. La victoire est revenue aux Sarregueminois 6-0, 6-1. On change de raquette pour parler de badminton. Le championnat de Moselle se tenait à Sarreguemines. En individuel ou en double, les joueurs mosellans se sont affrontés pour décrocher le titre départemental et espérer une qualification pour l'échelon régional de la compétition. 2 clubs sont sortis du lot, Magny et Sarreguemines. Côté culture locale, difficile de passer à côté du carnaval. La société carnavalesque de Sarreguemines proposait dimanche sa première Kappensitzung, un spectacle riche en rires et en couleurs. La société carnavalesque avait été précédée par l'association des Plates Filles qui proposait, elle, sa Kappensitzung dès le samedi soir dans le quartier de Neunkirch. Les ingrédients sont les mêmes pour un résultat identique. On y a beaucoup chanté et ri. Eux ne sont ni sarregueminois ni mosellans d'origine, mais ils ont déjà bien avancé dans leur intégration. Pour ces 19 personnes, l'émotion était forte pour leur passage en sous-préfecture afin de recevoir leur décret de naturalisation. Ils viennent d'Asie, d'Afrique du Nord ou bien encore d'Europe centrale. Ils sont désormais avant tout français. Une naturalisation qui conclut un long chemin administratif afin de correspondre à tous les critères d'attribution, dont fait partie par exemple la maîtrise correcte de la langue française. Une langue française que l'on retrouvait mêlée à la langue allemande dans les allées du marché franco-allemand qui se tenait au centre socio-culturel Rive Droite. Organisé par des étudiants du master management franco-allemand de l'IAE de Metz, il a permis à une trentaine de producteurs locaux du Grand Est et d'Outre-Rhin de proposer leurs produits à un public conquis. Des acheteurs venus en nombre de France et d'Allemagne, ce qui confirme le choix judicieux des étudiants de s'installer à Sarreguemines. Terminons ce résumé du week-end comme nous l'avons commencé en musique. Direction l'église de Sarinsmain tout d'abord, où l'ensemble vocal du conservatoire de Sarreguemines tenait concert sous la direction de Benoît Schaeffer et accompagné de son quintet instrumental. Au
même moment, à Vosvillers étaient réunis les fans du groupe Queen pour un concert de reprise par Bohemian Dust. Les 4 musiciens et leurs 7 choristes ont fait le show pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles du public du W. Un bel hommage au défunt Freddie Mercury. Fin du JT, restez avec nous pour découvrir un virtuose du ciseau. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro. Au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal 2014-2020, 6 années pour dérouler le nouveau programme européen LEADER. Plusieurs filières peuvent bénéficier de ce fonds et notamment le tourisme. Le point sur ce dispositif. Avec une enveloppe de 1 730 000 €. Et dans Tendance, voici le bon plan pour votre animal de compagnie lorsque vous devez vous absenter. Des pensions canines se développent près de chez vous, de quoi partir sereinement en sachant que votre compagnon est bien gardé. On a une partie extérieure de 4 mètres carrés également. Les chiens ne sont pas en contact, alors ils sont séparés par des grilles. Cette semaine, la petite histoire nous emmène à Ypelin. On commence par son blason. Une croix, une étoile et une bande rouge en dents de scie. Vous l'avez sans doute déjà vu, mais savez-vous ce qu'il représente? Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. D'argent à la face vivrée de gueule, accompagné en chef d'une croisette pâtée de sable et en pointe d'une étoile d'azur, une définition bien compliquée pour un blason aussi épuré. À lui tout seul, il nous raconte l'histoire d'Ypelin. La bande rouge en dents de scie, que l'on trouve aussi sur les blasons de Lixin, Roulin et Hundelin, rappelle l'appartenance à la famille von Kerpen. La croix pâtée est celle des chevaliers teutoniques qui possédaient des biens à Ypelin. L'étoile, quant à elle, fait référence à l'église consacrée à la Visitation, érigée en 1831. Pour continuer cette émission, voici notre rubrique Tendance. Nous recevons à cette occasion le coiffeur Alexandre Schottel. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Alexandre Schottel, bonjour. Bonjour Mosaïque. Alors, je vais essayer de te présenter en 2 mots. Tu as 21 ans, tu aimes le football. Tu travailles à Didin, dans l'annexe de Zétain, dans le salon de ta maman, Solange Schottel. C'est elle qui t'a passé un petit peu, on va dire, la passion de la coiffure. C'est bien ça. Ça fait un moment du coup que je travaille avec ma mère. J'ai passé mes différents examens de base en fait pour la coiffure, qui est le CAP, le brevet professionnel. Donc là, je prépare aussi mon brevet de maîtrise, tout ça en alternance. D'accord. Ça fait un petit moment aussi que je traîne dans son salon de coiffure, même en étant plus jeune. Et c'est là que tu t'es entraîné pour les différents concours auxquels tu t'es présenté, tout simplement. Oui, surtout à mon salon, mais aussi un peu partout dans la France, où je peux retrouver mes différents entraîneurs, en fait, qui ont chacun leur catégorie, leur spécialisation. Alors, ce qu'on va préciser, c'est que tu fais partie de l'équipe de France de coiffure depuis 2011, tout simplement. Alors, c'est quoi l'équipe de France de coiffure ? Alors l'équipe de France de coiffure, c'est un encadrement. Ça ressemble pas mal aux différentes équipes de France qu'on a au niveau des sportifs. Donc il y a l'équipe de France des métiers aussi. Pour y intégrer, ça passe par les Olympiades, le concours que j'ai fait là. C'est un entraînement par mois. Et ça englobe surtout une éducation professionnelle et une hygiène de travail en fait. D'accord. Qui est ultra pimentée, ultra relevée.
C'est une très très bonne école en fait. C'est surtout une école en fait. Ok. Avant de parler des Olympiades auxquelles tu as participé, on va revenir un petit peu sur ton palmarès. Tu as eu des titres donc avec cette équipe de France, c'est assez impressionnant. Tu peux nous dire un petit peu? Donc mon palmarès commence le 8 octobre 2012, donc vice-champion du monde en équipe à Milan. Ensuite, on a continué en 2013, j'ai participé au championnat d'Europe où j'ai décroché une médaille en individuel, en équipe, donc ça c'était à Moscou. Et 2014 à Francfort, où on a gagné le titre dont on travaillait tout ce temps, c'est le titre de champion du monde par équipe. Alors, tu dis ces membres de l'équipe de France, ce sont les mêmes personnes que tu as retrouvées lors des Olympiades des métiers. Ça s'est passé à Strasbourg, au Zénith. C'est énorme parce que ça rassemble tous les métiers de l'artisanat, enfin majoritairement de l'artisanat. Et tout le monde va concourir et on va essayer de déterminer qui est, on va dire, le meilleur de la branche au niveau national. C'était le principe. C'est bien ça. Donc du coup, ça passe d'abord par une sélection régionale. Donc ça englobe tous les métiers. Donc là, vous avez les champions régionales de tous les métiers qui sont représentés, qui a été représentés à Strasbourg. 850 candidats en tout. D'accord. Et dans les épreuves de coiffure, c'était quoi un peu? C'était très complet. On voit cette tête-là. Il y a énormément de travail là-dessus. Tu peux expliquer un tout petit peu? Bien sûr. C'est des heures et des heures d'entraînement. Donc là, c'est mon chignon que je vous présente aujourd'hui. C'est une épreuve que j'ai pu préparer chez moi en fait. C'est pas une épreuve imposée parce qu'on fixe nos lignes, donc la seule chose qu'il fallait respecter c'était une coiffure de mariée. Après sur celle-ci on a des lignes artistiques pour vraiment se différencier. On a travaillé la couleur aussi. Donc en fait à ce concours-là on reçoit les têtes brutes et il faut la travailler de A à Z. Donc c'est la préparation du cheveu, la couleur, le coiffage, le lissage. Il faut que ça soit brillant parce qu'on est noté sur la couleur, le lissage et la forme. En règle générale. Ce concours-là est très complet parce qu'il travaille sur tout ce qu'on peut faire au salon de coiffure. Après, c'est poussé à l'extrême. C'est vraiment la Formule 1 de la coiffure. Et ça représente combien de temps de travail, ça? Cette épreuve-là dure 1h45, en fait. D'accord. Et ça t'a valu donc la médaille de bronze? Médaille de bronze à la finale nationale. D'accord. Super médaille pour toi, j'imagine. C'est une très très belle médaille. C'est une médaille qui coûte cher aussi en investissement financier directement, en heures de travail. À la fin, ça joue au mental aussi. Parce que là, vous avez des concurrents qui tombaient dans les pommes. On voyait des gens qui abandonnaient sur les 3 jours de travail. C'est une trentaine d'heures de travail en 3 jours. Donc c'est énorme. C'est assez énorme. Et après, il faut réussir à bien récupérer, à bien dormir aussi. Ok. Merci d'être venu sur ce plateau, Alexandre. On va enchaîner. Sinon, on va être hors timing. On va enchaîner avec James Lennart, qui est un jeune chef d'entreprise, ancien élève du lycée Simon-Lazare et qui nous prépare l'entrée de la semaine. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, cette semaine en entrée, je vous présente un velouté de potiron au gingembre. Commencez par découper le potiron en petits cubes, ciselez l'oignon et hachez le gingembre. Dans une casserole, faites chauffer de l'huile, puis faites suer les oignons et le gingembre. Ajoutez ensuite le potiron et laissez cuire à couvert pendant une quinzaine de minutes. Il faut que le potiron soit fondant, donc le temps de cuisson dépendra de la taille de vos cubes. Ajoutez la crème, puis mixez le tout. Et tout en mélangeant, ajoutez l'eau gazeuse. Pour un beau velouté, passez le tout au chinois, salez et servez avec quelques lamelles de gingembre pour la déco et un tour de moulin à poivre. On utilise Vichy Célestin parce que le velouté se gorge de minéraux et donc le rend beaucoup plus digeste. Bon appétit! Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.